Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online, on va parler d'Alicization Turning. Je pense que vous connaissez tous Sword Art Online et aujourd'hui nous allons parler du roman Alicization Turning, scénarisé par Reiki Kawahara et dessiné par Abek. Il est disponible aux éditions Offelb et c'est actuellement le 6e tome de la série. Enfermé dans l'Underworld, une incroyable et effrayante réalité virtuelle, Kirito est bien décidé à trouver un moyen de rentrer chez lui. Accompagné de son nouvel ami Eugeo, le jeune homme est désormais un apprenti épéiste d'élite dans la prestigieuse Académie impériale d'escrime de Santoria. Mais alors qu'ils pensent que la route sera encore longue, un événement va bouleverser leur vie et les propulser au devant d'un grand danger. Face à eux, les énigmatiques chevaliers intègres se dressent, protecteurs immuables de l'immense tour blanche. Peu à peu, le voile se lève sur les sombres secrets de l'Underworld. Voilà ce qu'il en était pour ce petit résumé, ces petites informations, donc je veux vous prévenir tout de suite que je vais tenter de ne pas vous spoiler, ou du moins de ne pas en dire trop pour ne pas vous dévoiler tout ce qui va se passer dans l'intrigue, histoire que vous puissiez tout de même découvrir Alicization si vous ne suivez que l'animé. Et c'est une très grosse erreur d'ailleurs. Bref, dans le nouveau tome de cet arc, nous allons suivre toujours Kirito et Eugeo qui sont en quête de la tour centrale. La tour centrale, je vous le rappelle, c'est la tour qui se trouve dans l'Underworld, dans laquelle se trouve l'église de l'Axiome, donc l'église qui régit un petit peu toutes les lois du monde des hommes, et l'endroit où est censé être détenu théoriquement Alice, l'amie d'enfance de Geo et de Kirito, dans le jeu, hein, voilà, vous avez compris, mais également potentiellement des employés de race qui gèrent justement le projet Alicization. Puisque je vous le rappelle, Kirito est bloqué dans ce monde et son objectif est d'en sortir évidemment. Donc quel est le meilleur moyen d'en sortir que de contacter un des dirigeants du jeu? Alors évidemment, je ne vous en dirai pas plus sur le comment Kirito s'est retrouvé enfermé dans ce monde-là, je vous invite à aller découvrir Alicization Beginning, le tome 5 justement qui est disponible également aux éditions Offelb. Mais donc là, on va partir du stade où Eugeo et Kirito sont justement, comme je vous le disais dans le résumé, dans l'académie d'escrime. L'objectif, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu Alicization, en réalité pour eux, c'est de devenir des bretteurs d'élite, histoire de pouvoir intégrer l'église de l'Axiome comme chevalier intègre et ensuite peut-être retrouver leur amie Alice. Donc évidemment, ça supposait de faire plusieurs étapes, vu qu'ils partaient d'un petit village, il fallait de ce petit village enchaîner sur la garde d'un autre village. Une fois devenu garde, il faut remporter un tournoi pour intégrer l'école justement d'escrime, et une fois que tu as intégré l'école, il faut remporter le tournoi, enfin du moins faire partie des meilleurs de l'école pour participer au tournoi qui te permettra, si tu le remportes, de devenir un chevalier intègre. Voilà, vous avez compris un petit peu le cheminement, et c'était le cheminement que souhaitaient suivre Kirito et Eugeo. Bref, évidemment, comme vous l'avez vu dans le résumé, ça ne se passera pas exactement comme prévu, et là justement, dans ce nouveau tome, on va avoir énormément de révélations sur l'Underworld, et donc l'endroit où se trouve Kirito. Ce tome confirme clairement que cet arc est potentiellement le meilleur de la série, même devant l'Encrad. Alors je m'emballe peut-être un peu vite parce que normalement on n'est qu'à la moitié de l'arc, mais avec tout ce qu'on nous a donné pour l'instant, eh bien il se place comme favori. Dans le premier arc, on avait la problématique de la survie dans le jeu vidéo, puisque justement la mort dans le jeu entraînait la mort dans la vraie vie. Là ce n'est pas réellement le cas, ou du moins on ne sait pas réellement ce qui pourrait se passer si Kirito était amené à mourir. Et n'oublions pas que tous les autres personnages qui l'accompagnent dans le jeu sont des PNJ, mais extrêmement particuliers. Mais justement pour en découvrir leur nature, eh bien je vous invite à découvrir le premier tome de cet arc, puisque c'est là-dedans qu'on t'explique comment les PNJ ont été conçus et pourquoi ils sont aussi réalistes. Et pour en revenir justement à ce tome, donc Alicization Turning, énormément de questions vont être posées et d'un point de vue éthique. Chose qui n'était pas réellement le cas dans le premier arc, parce qu'on sait que bon, éthiquement, c'est pas très correct de mettre des gens dans un jeu vidéo et de faire en sorte que s'ils crèvent dans le jeu, ils crèvent dans la vraie vie, et en plus de les bloquer, tu vois. Non, là c'est bien plus subtil que ça, là c'est vraiment des questions qu'on peut se poser par rapport au PNJ. Est-ce réellement correct d'appliquer ce genre de technique et ce genre de test sur un monde que tu as créé, qui est quasiment similaire à la réalité? Bon voilà, avec le côté magie et tout, mais c'est pas ça le problème. Mais tous les habitants qui le constituent, justement, eux, sont à 100% humains dans leur manière de penser. Et donc à ce moment-là, est-ce que tu peux réellement te permettre de faire tout ce que tu veux? Voilà, après il y a pas mal d'autres questions éthiques, ce n'est pas la seule, mais je vais pas vraiment vous les développer parce que j'ai peur de vous spoiler par erreur, donc on va pas trop en parler. Mais donc comme je vous le disais, on va en apprendre un petit peu plus sur l'Underworld, la manière dont il a été construit, pourquoi y a-t-il autant d'inégalités justement, eh bien au sein de la population même, puisque peut-être que comme vous l'avez peut-être vu dans Alicization Beginning, et maintenant Turning si vous lisez, tout simplement vous voyez très bien qu'il y a des inégalités, qu'il y a un rang de noblesse, les paysans et tout ça, bref, un petit peu comme ça s'est produit dans notre monde réel, alors que de base ce n'était absolument pas nécessaire pour la survie de la société, bien au contraire. Alors comment les populations virtuelles ont-elles pu s'agencer pour produire ce
cette hiérarchie. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que justement on a des révélations sur la nature de ce monde-là. Après évidemment on aura des réponses basiques comme par exemple où était passée Alice, qu'est-elle devenue. Là je vous en dis pas plus mais dès la moitié du tome, normalement vous aurez un petit peu vos réponses. De plus, dans ce tome, seul l'Underworld et donc l'aventure de Kirito et de Geo est au centre de l'intrigue, puisque je vous le rappelle, dans le premier tome, on avait une alternance justement entre le monde virtuel là où se trouvait Kirito et le monde réel là où se trouve Asuna et tous les autres qui sont à la recherche de Kirito, puisque je vous le rappelle, il est enfermé dans le monde mais ils ne savent pas réellement où il se trouve. Enfin bref, je vous en dirai pas plus, c'est à vous de découvrir. Et là dans ce tome, en réalité, nous n'avons qu'une rapide évocation du monde extérieur et de Asuna justement qui sera faite, mais rien de plus. Et à vrai dire, cette mise à l'écart ne m'a absolument pas dérangé, car on arrive vraiment à un tournant de l'arc, à un moment ultra important, et ce moment ultra important se passe justement dans l'Underworld, et non dans le monde réel. Si Reiki Kawahara avait tout simplement décidé de parler plus du monde extérieur, et donc reprendre le point de vue d'Asuna plus fréquemment, comme ça avait été le cas dans le tome 1, et bien pour moi, à mes yeux, le rythme aurait été complètement haché, et le périple de Geo et Kirito aurait complètement perdu son intensité. C'est pourquoi le choix d'évoquer uniquement leur parcours était un très bon selon moi. Alors je sais que c'est quelque chose qui pourrait rebuter certains d'entre vous puisque j'avais déjà vu des remarques dans la première vidéo qui s'interrogeaient sur le fait que Asuna a été mise à l'écart. Alors oui, effectivement, pour ce deuxième tome, elle n'apparaît qu'une seule fois. Mais en réalité, comme je vous le dis, ce n'est absolument pas gênant puisque toute l'intensité de l'intrigue se déroule dans l'Underworld et donc Asuna n'y étant pas, ça aurait complètement pourri le sens de ce tome de l'avoir incorporé un petit peu plus. Alors petite chose qui me trouble un petit peu par rapport à Sword Art Online en général, je pense que vous le savez, globalement dans l'œuvre, il y a énormément de références au premier arc de la série, à savoir l'Aincrad. C'est assez logique, on le sait tous, le premier jeu Sword Art Online, c'est celui qui a un petit peu construit nos personnages. Ils ont pu y évoluer à l'intérieur, que ce soit mentalement mais également physiquement. Bon certes, c'est un petit peu compliqué parce que quand ils retournent dans la vraie vie, hein, c'est pas vraiment la même chose, mais voilà, ils ont pu développer des techniques qui aujourd'hui servent par exemple à Kirito dans l'Underworld. Bref, donc évidemment, il y a énormément de références à l'Aincrad tout au long des différents arcs et dans Alicization c'est d'autant plus marqué. Alors moi c'est pas que ça me dérange un peu, c'est juste que j'aimerais bien avoir un monde totalement détaché de Sword Art Online. Enfin je parle du jeu, hein, pas de la série. C'est à dire que j'aimerais bien avoir un arc cette fois-ci qui ne fasse pas tout le temps référence au premier arc de la série qui certes était extrêmement important mais aujourd'hui est passé. Alors c'est peut-être un peu bête comme je vous l'ai dit parce que justement c'est celui qui a forgé nos personnages, c'est celui qui aujourd'hui a permis à Kirito de maîtriser pas mal de techniques dans le jeu et c'est également le jeu qui est à l'origine de tous les autres jeux grâce à The Seed, donc la graine qui a permis de créer tous les autres VRMMO. Donc évidemment il y a énormément de références et les jeux en eux-mêmes sont conçus sur le même modèle. Mais tout de même c'est vrai que j'aurais bien voulu un monde qui s'en détache un petit peu puisque là en l'occurrence bon les références aux techniques de Kirito sont directement corrélées à celles qu'il connaissait dans l'Aincrad. Bon ça c'est assez logique et c'est pas vraiment gênant. Mais par exemple encore une fois voilà la tour centrale est une tour à peu près 100 étages et donc ils vont tenter de les gravir un par un. Bon voilà, ça devient redondant ce genre de schéma. Alors certes, c'est assez logique parce que justement, comme je vous le disais, le monde est créé sur la base de The Seed et donc c'est assez cohérent qu'il y ait des éléments qui se ressemblent. Mais quand même, pour moi, ça me dérange un petit peu à force. J'aimerais bien vraiment me détacher du premier arc de la série et que les personnages se construisent sur un nouveau monde. Et là c'est vraiment l'opportunité avec Alicization de le faire. Alors certes, à part les techniques de Kirito et la tour centrale qui a 100 étages, il y a juste Kirito qui évoque de temps en temps ses souvenirs par rapport à Sword Art Online et c'est pas plus que ça. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas plus d'insistance sur le fait que ouais ça ressemble à Sword Art Online par la suite. Voilà, c'est la seule critique entre guillemets que je pourrais faire. Mis à part ça, d'un point de vue plus général, il est vrai qu'on a le droit à un superbe tome, que ce soit au niveau des illustrations. Pour ça, avec ces illustrations, je les ai toujours adorées. Et quel que soit le tome de Sword Art Online que vous allez ouvrir, bah moi j'ai kiffé. Et l'écriture de Reiki Kawahara, alors certes c'est traduit tout ça, je ne sais pas ce que ça donne en japonais, mais c'est toujours aussi simple à appréhender. Et pour des lecteurs lambda comme moi qui ne lisent que très rarement, eh bien c'est toujours aussi agréable à suivre. Tu n'es absolument pas perdu avec un style d'écriture complexe. Bon, je sais qu'il y en a certains, ils préféreraient ce style-là, mais moi je suis bien content que ce soit assez simple. Après, encore une fois, on a le droit à une édition française ultra stylée. Alors, je n'ai pas le tome avec moi, là, tout de suite, parce que Magali était un peu trop impatiente pour le lire. Donc je ne peux pas vous le montrer, mais je vous avais déjà montré Alicization Beginning lors de la précédente vidéo justement que j'avais fait sur la série. Puis il est juste là, mais je vais pas le sortir parce que j'ai la flemme. Mais en gros, encore une fois, OFLB arrive à nous régaler avec cette édition, le tome est juste sublime. Bon, je l'ai pas, voilà, comme je vous le dis, c'est troublant de pas pouvoir vous montrer, mais réellement c'est ultra propre et ça pète la classe. Au pire, si un jour vous passez en magasin que vous tombez dessus, vous pourrez aller regarder par vous-même. Enfin bref, vous avez compris, je n'ai pas grand chose à ajouter sur ce tome. C'est un tome qui confirme justement ce que j'avais pu
pu dire dans la première vidéo, Alicization se place très certainement comme candidat pour être le meilleur arc de la série, le plus intéressant avec le plus de questions posées et le plus complexe également. Après, on sait qu'on est à peu près à la moitié, donc mon avis risque de changer par la suite, mais bon, pour l'instant, avec ces 2 tomes, vraiment, je me suis régalé. Donc, si vous êtes fan de la série, je sais que la saison 3 a été annoncée, mais je vous invite réellement à découvrir le format light novel, qui, je ne sais pas s'il sera en avance en France par rapport à la série qui sera, je sais pas, disponible peut-être en 2018, début 2018, mais enfin réellement essayez de découvrir le format, c'est le format original, et n'oublions pas que justement le light novel est un format qui permet de détailler bien plus de choses. Et d'ailleurs, fait intéressant que j'oublie à chaque fois de développer, c'est juste que le point de vue narratif justement de chacun des tomes, c'est le point de vue soit de Kirito, soit de Geo. C'est-à-dire qu'on va percevoir l'histoire de leur point de vue, et non pas d'un point de vue extérieur comme ça aura pu être le cas dans la série. Et c'est vachement intéressant de pouvoir voir ce que pensent les personnages et la manière dont ils appréhendent les différents problèmes. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'ai vraiment l'impression que Kirito, dans le light novel et dans la série animée, n'a absolument pas le même tempérament et le même caractère. Et je pense que ça peut se jouer justement à ce niveau de narration là. Bref, sincèrement pour moi ce tome était encore une fois une réussite, je kiffe toujours autant SAO et l'Arc Alicization pour moi c'est une dinguerie. Pour l'instant, hein, on s'emballe pas trop vite, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à très bientôt, la semaine prochaine tout simplement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse sur vos dessins.